Bienvenue à tous, bienvenue à toi Émir. Je m'appelle Géraud Deléa. Aujourd'hui, on va faire un petit moment un peu particulier, mi-podcast, mi-interview, mi-pause café turc entre amis. Alors, Émir, je vais te demander de te présenter, de nous dire un petit peu qui tu es, et puis de nous présenter évidemment après Soy Türkiye. Et on va explorer un petit peu tout ça ensemble pour un petit moment. Let's go. Alors Géraud, tout d'abord, bien trouvé, hoş bulduk. C'est la réponse que l'on donne au bienvenu en turc. Ok. Quand quelqu'un te dit bienvenue, tu lui dis bien trouvé. Hoş geldiniz, hoş bulduk. Vas-y, on va le faire. Alors, dis-le-moi, vas-y. Hoş geldiniz, Hoş bulduk. exactement. Voilà, j'aime bien ça, je vais faire ça. Merci de m'avoir invité. Je suis de passage en France pour la première fois depuis 11 ans, je pense. Et j'ai juste 3 jours en France. Non, attends, le truc de dingue, ce qu'il faut savoir, on dirait comme ça qu'il est dijonnais ou qu'il est strasbourgeois. Émir est turc de Turquie, c'est-à-dire qu'il ne vit pas en France, c'est-à-dire qu'il n'est pas d'ici. Il parle mieux français que la plupart de gens que je connais, français. Merci, tu me gâtes. C'est ce que mon professeur de français me disait aussi. Fayot. Mais utiliser ça pour fustiger les autres élèves. Ça. T'as pas eu de problème à l'école? Ça, Ayez honte, enfants de France. T'as pas eu de problème dans la cour d'école? J'étais quand même assez baraqué. Ouais, ok, ça je sais. Ça aidait. Mais Ok, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous parler déjà de toi, l'être, l'homme, et puis après on parlera aussi de l'entrepreneur, bah écoute, je te remercie encore une fois de m'avoir invité. Et moi, je m'appelle Emir Ali Ench. Je suis le fondateur de la compagnie Soy Türkiye. Et je suis moi-même maître chaudronnier. Et notre compagnie Soy Türkiye se spécialise dans la chaudronnerie des articles de cuivre professionnels. Donc on fait des casseroles, on fait des jezve pour le café turc que voilà. Et Géraud est un grand amateur et utilisateur depuis... voilà. Donc ça explique tout. Et c'est entièrement fait à la main. Donc ça c'est très important parce qu'il y a une grande différence de qualité entre le cuivre qui est fait entièrement au marteau et le cuivre qui est pressé. On va revenir. Oui, on va moi, revenir. c'est toi que je veux connaître. Oui, Après, alors, on va se poser sur Et- Soy. Et moi, je suis marteleur chez Soy. Ok, mais moi je connais ton histoire, Oui. mais les gens qui nous regardent, ils la connaissent pas. Ton histoire, elle est incroyable. Mm. Qu'est-ce qui t'a amené à être maître chaudronnier? Et puis surtout, voilà, explique-nous un petit peu. Alors, je suis de famille diplomate de côté mère et de côté père. Et depuis je l'Empire ottoman, depuis. je suis de famille fonctionnaire de 7, 8, 9 générations de côté mère, de côté père, depuis la République et l'Empire. Et tout ce qu'il y avait entre. Tout ce qu'il y avait d'intérim entre la République et Ok, l'Empire. ok. Et mes grands-parents ont aussi servi de fonctionnaires dans ces états d'intérim. Mais je suis aussi dans cette grande constellation familiale, dans ce soy, on appelle ça soy en turc, le Mhm. pédigré, ton arbre généalogique, la Ok. constellation familiale, c'est le soy. Et dans ce soy-là, je suis le premier à avoir rompu la grande tradition de l'État et d'avoir commencé un business sur le marché libre. Donc tu es le premier à être passé vraiment dans une lignée de fonctionnaires. Alors, merci d'avoir. Je vais rebondir évidemment sur constellation familiale, hein, qui est un outil puissant, transgénérationnel, qu'on utilise avec ma femme Anissa. Parce que nous, avec ma femme, on est mentor spirituel, on est auteur. Et moi, la particularité, c'est que j'accompagne les hommes, notamment autour d'un espace d'hospitalité, alors, comme celui-ci, autour du café, notamment du café turc, mais aussi d'autres boissons d'hospitalité. Mais j'ai jeté un peu mon dévolu sur le café turc. Et on parlera après aussi de la spiritualité dans le café turc. Maintenant, donc, fils de fonctionnaire depuis très longtemps, ce qui explique aussi pourquoi tu parles, parce que tu parles arabe, farsi, donc c'est Le l'iranien, persan. persan. Tu parles arabe, persan, anglais couramment, je t'ai entendu avec un accent limite New York, Brooklyn, anglais parfait, français nickel, et donc 4 langues, encore turc, autre chose? De l'espagnol, du portugais, du latin, du grec, un peu d'arménien. C'est Jason Bourne. Voilà. Jason Bourne. Ok. Mais les langues m'intéressent beaucoup aussi. Quand tu fais une plongée dans la langue, tu découvres la culture de ce peuple. Quand cette langue a été créée, donc quand tu vois les mots les plus archaïques de chaque langue, ça te renvoie même à la préhistoire des Bien fois. sûr. Enfin, Et puis surtout la perception, la lecture du monde qu'ont ces personnes à travers leur langue.
Toujours. C'est ce que j'ai vécu au Japon, où parfois je vais aller utiliser un mot japonais, parce que le japonais va avoir une sonorité, une texture, et va transporter une image et une sensation que le français ne pourra pas, et vice-versa. Donc plus tu connais de langues, plus tu es capable d'assumer de notions. Absolument, En fait. absolument. Donc, Ok. Tu nous as parlé de soy, donc soy, rappelle-le-nous, qui veut dire alors oui, la ligne familiale. la ligne familiale. Et tu peux nous parler un peu du logo? Pourquoi c'est cercle? Pourquoi c'est rond? Ah, je te l'ai jamais dit. Non. Donc tu vas le découvrir. Mais je sais pas, c'est la première fois que je le dis dans une langue autre que le turc. Ok. Donc ça c'est grande première mondiale. Ok. Ça c'est la version 2 de notre logo qui est sortie 5 ans après que j'ai créé ma compagnie. Quand j'ai créé ma compagnie d'abord, c'était vraiment, tu vois un peu le drapeau de la Turquie, Oui, bien sûr. qu'on appelle le Alsancak. Il est fait, c'est un croissant qui est fait de 2 cercles non concentriques mais qui sont sur la même ligne. D'accord. J'ai oublié de le dire en français. Bon. Et donc ce logo-là, c'est une variation de notre drapeau. Ok. Et donc il y a un croissant de la Turquie dedans en Ok. fait, qui est vraiment caché. D'accord. Donc on est un porte-étendard de l'artisanat turc Ok. dans le monde entier. Ouais, surtout que bon, tous ceux qui sont déjà partis dans les bazars en Turquie, on a tous déjà au moins ramené une fois un GSV, donc un petit pot à café comme ça, qu'on retrouve dans les Balkans, qu'on retrouve en Algérie, en Égypte. On a tous déjà ramené, mais ceux-là, vous les trouverez pas. Ceux-là, vous les trouverez pas. Et ça, on y viendra après. Ok, mais tu nous as pas dit un élément clé que moi je connais et je sais qu'il faut le partager, parce que je trouve ça très puissant. On parlait de constellation familiale. Donc, comme on dit en constellation familiale, tu vas rompre avec le clan familial, en tout cas professionnellement, puisque toi, tu décides de devenir maître artisan chaudronnier. Pourquoi? Et comment ça s'est passé? Alors, mes parents m'avaient convaincu d'entrer dans le concours du ministère des Affaires étrangères de la Turquie. Chose que j'avais faite d'ailleurs, j'avais posé ma candidature. J'ai fait le concours d'abord national, où il faut se placer dans les 1500 premiers parmi 150 000 à peu près, Ok. pour rentrer dans différents ministères. Et pour postuler aux affaires étrangères, il faut être dans les 1500 premiers. J'ai été numéro 370 de la Turquie à ça. Après, les 1500 premiers sont invités pour le concours des affaires étrangères et c'est très sélectif. Ils prennent en moyenne entre 50 et 70 candidats par an. Donc tu es sélectionné, tu passes devant Voilà, un jury. j'ai fait un concours écrit d'abord où j'ai Ouais. été 11e. Enfin, c'est des chiffres qui paraissent très ridicules maintenant, tu vois. C'est un peu, ne prenez pas ça comme un étalage. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Et C'est juste que maintenant, quand je regarde avec du recul, c'est à la limite. donc, tu sais, je en suis vrai, l'univers fatigué, s'en fout. ouais. Voilà, exactement. L'être humain se met des. Comment dire? Moi-même, je me suis mis quand j'étais à la Légion, c'est pareil, je m'étais dit, il faut absolument que je termine dans les 5 premiers, Voilà. parce que comme ça, je peux choisir mon régiment, et puis ça sera bien, etc. Et avec le recul, je me dis, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Pourquoi là là, aujourd'hui, quand j'embauche quelqu'un, je regarde même pas sa fac. Je regarde c'est quoi son work experience, tu vois, c'est ces choses-là. Bon, pour retourner vite fait, donc j'ai été invité à l'examen oral, vraiment très difficile, et j'ai gagné cet examen. Mais par contre, alors, ce qui s'est passé pendant mes études du concours, pendant que j'étais en train de reviser pour ce concours, qui m'a pris un bon 8 mois de campement à la maison. D'hibernation. Voilà, une grande hibernation, et plein de volumes à finir, tu vois. Et pendant ce temps, pour me déstresser, je cuisinais tout le temps. Ok. Et je suis un très bon cuisinier, je suis un cuisinier amateur. Bon, je ne suis pas pro, bien sûr, mais ces casseroles et ces jezve et ces articles bar de soy, je les ai fait d'abord pour moi-même, pour que moi, je puisse les utiliser, pour que moi, je puisse avoir sous ma main les meilleurs équipements du monde. Et c'est ce que, pendant mes sessions de cuisine, mes séances, je n'ai pas pu trouver. Alors, je vous le dis, par contre, on avait de très jolies casseroles dans notre maison familiale. Mes parents ont fait, en tant que première mission étrangère, ils ont été mutés en Iran pendant 4 ans. Et pendant ces 4 ans, ils ont accumulé pas mal de cuivre.
Le cuivre iranien est très bon. On a aussi du cuivre datant de l'époque ottomane qui nous a été octroyé par ma grand-mère paternelle. Légué par ta... Voilà. Enfin non, elle est encore en vie. Mais elle a dit, voilà, vous aimez cuisiner, utilisez mes cuivres. D'accord. Donc bon, c'est un leg, oui, mais bon, c'est un don plus qu'un leg. Ok. Et donc j'ai grandi avec du cuivre. Par contre, je pense que je faisais quelque chose de français et j'avais besoin de monter une sauce. Ok. Et pour monter une sauce, vous avez besoin des casseroles à manches longues. Ce que voilà, les Français appellent des casseroles. Et il n'y en avait pas à la maison. Et j'ai voulu chercher sur Internet où est-ce que je pourrais trouver une casserole professionnelle turque, faite main. Et à ma grande angoisse, je vois qu'il n'y en a pas, que ça n'existe pas. J'ai décidé de tout arrêter. Là, pendant que j'étudiais le concours, et mon concours il est dans 5 jours peut-être, j'ai décidé de tout arrêter et de faire ce métier. Chaudronnier. Oui, être chaudronnier ou apprendre ça et voilà, monter un atelier pour pouvoir faire ces casseroles-là. Il y avait des marques italiennes, françaises, belges, qui étaient dans le secteur du cuivre et qui faisaient ça à la machine. Voilà, le mec il presse un bouton, et la casserole qui sort et il dit handmade in Belgium. Franchement. Ok. Et j'ai eu honte pour mon pays, la Turquie, qui a une histoire de battre le cuivre, de former, comment vous appelez ça, de la dinanderie, de tout faire à la main. Tu connais des mots que moi, en français, je connais pas. La dinanderie. La dinanderie, La ouais. dinanderie, ok. Qui vient originairement de la ville de Dinan, qui est aujourd'hui Ok. en Belgique, Ok. je pense. Et donc c'était. Ok. Mais c'est un art que l'Europe occidentale a hérité après les croisades. Ok. Donc battre le cuivre, oui, ça se faisait aussi ici, mais par contre, c'est que l'époque post-croisade que c'est venu ici Donc, et que les... Donc tu lâches tout et là, tu dis à tes parents, j'arrête le concours. Oui, je dis à mes parents, j'arrête le concours, je ne vais pas devenir diplomate, je vais devenir chaudronnier, je vais créer ma propre boîte, je vais produire. Attends, ça c'est hyper important. Ouais. Je vais saupoudrer tout ce qu'on dit de ma lecture, moi aussi, en tant que. Comme ma lecture à moi, et ça, je trouve ça hyper puissant de. Tu t'es autorisé ça. Parce que plusieurs fois dans une vie, ça peut arriver de dire, mais qu'est-ce que je fous là? Il faut que je me lève et que je me casse de ce boulot et que j'aille vivre ma vie. Mais la plupart des gens ne le font pas. Toi, tu es à 5 jours, il y a les attentes de tes parents, il y a des mois et des mois de travail acharné, de révision. Tu cherches une casserole, une saucepan pour faire une sauce. Et de là, tu te lèves et il y a un projet entrepreneurial qui sort et une bifurcation totale. Et je pars chaudronnier. Et j'oublierai jamais la face de ma mère. Alors Elle est un peu tombée dans les pommes. Enfin, elle s'est effondrée sur le sol. Ok. Et elle a dit, ma tension. Et elle est en train de ventiler et tout, tu vois. En fait, tu sais que ça, c'est la constellation familiale. Hein. Ouais. Tu as rompu avec ton clan à ce moment-là. Ah oui. Et Extraordinaire. ma mère a commencé à me sortir de ses anecdotes. Elle fait, mais Émir, mon fils, tu te rappelles pas de Ali, le fils de Madame Nebila? Il n'a pas voulu rentrer dans le ministère de l'Intérieur comme ses deux parents. Il a voulu créer sa propre boîte, puis il l'a fait. Au début, tout allait bien. Puis après, il a fait faillite. Et puis après, il a eu un cancer, il est mort, le pauvre. La totale. Et voilà. Et la femme, la pauvre femme, maintenant, c'est devenu une folle. Personne ne la parle. Voilà, exactement. Tu veux que je devienne comme elle? Oh, Ah ouais, d'accord. Ok. Tu vois Tu sais, le poids qu'on te met sur ah les oui, épaules. clairement. Ouais. Mais ça va parler, surtout que nous, on accompagne beaucoup de Méditerranéens, ils se reconnaîtront. Il y a beaucoup cette culture aussi de la mère sacrificielle et de la mère qui culpabilise. J'ai tout fait pour vous, mes enfants. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est c'est une pomme empoisonnée sans nom. Carrément. Tu vois. Et tu sais, il y a un auteur qui s'appelle Robert Bly qui est mort il y a 1 an, je crois. C'est un auteur extraordinaire qui a beaucoup écrit sur la masculinité, sur réinventer, comment réinventer et comment se reconnecter à notre masculinité. À travers des rites initiatiques, à travers les contes anciens aussi qui se transmettaient. Et à un moment, il dit, et je le cite souvent ça, il dit en fait la clé de la liberté d'un jeune homme, avant ses 20 ans, entre 15 et 20 ans, se trouve sous l'oreiller de sa mère. Et le but, c'est vrai. et il est essentiel que tout jeune homme aille symboliquement voler la clé de sa liberté qui ouvre la porte du monde de dehors sous l'oreiller de sa mère. S'il ne le fait pas, alors il reste au pied de sa mère toute sa vie.
Et c'est ce que tu as fait en... Je suis d'accord avec Robert Bly, je l'ai lu un tout petit peu, pas Tu autant connais? que toi, oui, bien Ouais. sûr, bien sûr. Et je pense que nous, les peuples méditerranéens, nous vivons ça encore en plus concentré. Euh, donc, t'imagines, tu vas contre la matriarche. Et puis la matrice familiale. Voilà, bien sûr. Mm. Alors, la société turque est très matriarcale aussi. Historiquement, les Turcs d'avant l'islam étaient très matriarcaux. Et l'islam a un peu plus équilibré les choses dans ce cas-là. Mais chez nous, c'était toujours le veto, c'est toujours ma mère. Ok. La décision finale, dans beaucoup de maisons turques classiques, c'est toujours la mère. Et si un enfant ne peut pas faire des pas dans la vie lui-même, il faut souligner que beaucoup de choses se font malgré nos parents, pas grâce à nos parents, et malgré notre mère aussi. Bien sûr. Donc très important. Et si tu n'arrives pas à rompre avec l'image de ta mère, bon, ça peut te toucher ton mariage, ça peut te Tout, toucher. ça impacte tout. On a beaucoup d'exemples La autour de nous, sexualité, chez nous. Ah oui, le bien sûr. mariage, l'entrepreneuriat, le rapport aussi à l'autorisation. Est-ce que je peux m'autoriser à? Est-ce que j'ai pas besoin de regarder, demander à maman si je peux le faire, etc. Ah oui, oui. Je regarde un petit peu, on revient sur... Sur Soy, ouais, sur Soy, on revient sur Soy. Toi et moi, on pourrait laisser le micro 24 heures, on n'arrêterait pas. podcast 124. C'est ça. Ta mère tombe dans les pommes, toi tu dis ça. Rapidement, comment ça se passe? Que moi qui suis... J'ai eu une moto à l'époque, une moto de 250 que voilà, au lieu de rentrer dans le ministère, je monte sur ma moto, je vais dans la ville d'Antep, de Gaziantep aujourd'hui, en Turquie. À l'est de la Turquie, Au sud-est de la Turquie, près d'Alep. Très près d'Alep d'ailleurs. C'était à près de l'époque. la Syrie. À l'époque ottomane, ça faisait partie de la province d'Alep. Ok. Donc Alep était le chef-lieu de la grande province d'Alep. Et beaucoup de villes qui sont aujourd'hui en Turquie et certaines petites villes qui sont aujourd'hui en Syrie faisaient en fait des cités satellites d'Alep. D'accord. Donc je vais à Gaziantep et je constate que la chaudronnerie turque, le craft, l'artisanat, il est mort. Bon, la Turquie s'est industrialisée très rapidement. Et il y a beaucoup de choses qu'on a perdues. Et donc, en une décision, en un clin d'œil, je traverse la frontière. Donc, je suis familier avec la Syrie. J'ai déjà vécu à Damas avant. Et tu parles couramment arabe avec le dialecte syrien. avec le dialecte syrien. Enfin, Je me regarde, je parle basque, mais là je vais en Corse. Je pense que je vais parler avec mes amis corses en Corse. Incroyable. Ouais. Bref. Mais et j'aime leur cuisine. J'adore Alep. Comme j'ai dit, j'avais déjà vécu à Damas. J'ai des bonnes notions de la Syrie. Donc je passe à Alep. Je loue un tout studio dans une vieille maison en pierre, un truc comme ça. Et je vais dans le grand bazar d'Alep chercher du travail en tant que chaudronnier. Et, à ma grande surprise, je suis accepté au deuxième endroit où je demande. Ils font vraiment des grands chaudrons pour faire des sucreries, des halvas. Tu connais. Ouais, bien Et sûr. c'est une maison de cuivre qui exportait ces chaudrons dans d'autres pays arabes, le Yémen, le Oman, tout ça. Vous dites Le Mans, pardon? Oman. Oui, Oman. On Ouais, met pas d'accord, de Oman, préfixe. voilà. Oman. Alors, Pas de... au Yémen, c'est le Yémen. Le Yémen, ouais. Le Yémen, Oman. Je commence avec des chaudrons de 3 mètres. D'accord. Et en fait, bon, je suis apprenti, j'ai 24 ou 25 ans. Et c'est assez tard pour être un apprenti. Mais c'est pas la mort. Je commence. Je tape des chaudrons de 3 mètres. Enfin, on est 4 à les taper. Et il y a un apprenti encore plus jeune que moi qui tourne le chaudron. Comme ça, le chaudron de 3 mètres, le petit, et nous on tape comme ça. Et c'est un très bon apprentissage parce que j'ai appris où taper le cuivre, comment taper, et aussi un chaudron de 3 mètres, ça pardonne les erreurs. Voilà, donc tu peux te faire la main. C'est moins... Ce que tu me disais en fait. Là, Jezve. Voilà. Voilà, si tu te craques sur un petit JSV comme ça, on va le voir. Alors là, c'est du millimètre. Tu vois, là, si tu fais une erreur de millimètre, c'est bon, le GSV, il doit être refait. D'accord? Il doit être réparé. Le coup doit être parfait, c'est ça? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Parce que le martelage se fait sur des enclumes vraiment très petites et tu ne vois pas l'enclume. D'accord? L'enclume est dedans, c'est une mini-enclume. Et tu dois taper là où tu sens que l'enclume est.
D'accord. Waouh. Donc, En plus, ça, on va en parler après. Parce que pour moi, évidemment, je pense à l'alchimie, je pense à la transformation de la matière. Enfin, c'est extraordinaire. On va parler de tout ça. Donc là, tu fais ton apprentissage en Syrie, ça se passe bien. Et après, rapidement, c'est quoi un peu les étapes? Un an et 3 mois plus tard, je décide de retourner en Turquie, à Istanbul. Ouais. Je le fais tout de suite d'ailleurs, je retourne à Istanbul. Par contre, notre maison familiale était à Ankara. Donc, nous sommes une famille de fonctionnaires, nous sommes dans la capitale. Et je vais dans le grand bazar d'Istanbul, je me loue un tout petit endroit pour taper le cuivre. Et j'engage avec moi un artisan argentier. Donc, un vrai artisan pour qu'il fasse les manches. Et pendant ce temps, je conçois les... Voilà. Alors, Donc toi, tu travailles sur ça. Donc là, tu commences avec le GSV. oui, je commence... Non, pardon. Non, je commence avec les poêles à frire et les GSV en même temps. D'accord. Pourquoi le GSV? J'avais besoin d'un vaisseau pour faire le café pour moi-même. Donc j'ai tout de suite conçu un GSV. J'ai conçu le manche. Enfin, Voilà, un récipient, exactement. Ok, tu as dit vaisseau, intéressant un vaisseau. Ok, donc toi tu travailles ça et lui il travaille le manche. Voilà. Ok. Et je conçois le manche, on prend des prototypes de la fonderie. On Donc, on n'est usine pas ça. encore à ce modèle-là, là on est quelque chose de... Non, bien sûr. Mais on y arrive. On y arrive. Après 4 ou 5 manches que j'essaie successivement. Donc je fais des prototypes en laiton d'abord. Après je travaille le laiton. Et là c'est du... C'est du bronze. C'est un alliage de bronze. Vraiment. On appelle ça le soy tunç en turc dans notre compagnie. Le bronze de soy. C'est du bronze avec un tout petit peu de beryllium, un tout petit peu de potassium dedans. Mais c'est du... C'est toi qui fais les mélanges? Oui, c'est moi qui fais les mélanges. J'ai lu 2 livres sur la fonderie de bronze. Et quels alliages sont plus réfractaires, quels alliages sont plus conductrices. Et ça, c'est un alliage, plus conducteur. Et ça, c'est un alliage qui est très réfractaire. Par contre, il est très dur à travailler. Donc, pour usiner, vraiment, ça use les outils. D'accord. Et mais c'est malléable, mais c'est pas très malléable. Donc, retour à Istanbul. Donc on est en quelle année là? 2010, fin 2010, début 2011, Ouais. Retour à Istanbul, je loue un atelier, je commence mon martelage, je fais des poêles à frire et des GSV, j'embauche de l'atelier d'à côté un artisan argentier, un grand artisan argentier pour qu'il me fasse les manches en bronze. Je travaille pendant 2 ans sur la fonderie de la bronze, je lis quelques volumes là-dessus, quels alliages sont réfractaires, quels alliages sont conductrices, sont conducteurs. Et donc, je finis par un alliage que j'appelle le soy tunç, avec un peu de beryllium, un peu de potassium. C'est mon alliage à moi. C'est pas conducteur thermique du tout, alors que 88% c'est notre matière première recyclée. Ensuite, la chance me frappe. Quand j'étais à Alep, un très bon ami à moi me rentre mes coordonnées dans le concours télévisé Qui veut être millionnaire version Turquie. Donc voilà. Et je suis appelé du studio télévisé pour dire que je dois venir le samedi pour un pré-entretien. Et j'ai aucune idée de ce qui se passe. Je dis, écoutez, non, je veux pas, merci. Et mes amis me convainquent que non, il faut que j'y aille parce que je viens de fonder une compagnie et que mes parents me donnent 0 capital. Et donc, voilà. Donc mes amis me prennent Manu Militari, me ramènent au studio. Je passe le pré-entretien. Ils me disent d'office que je passe à la télé le samedi. Et voilà. Donc c'est le surlendemain. Ok. Et donc le samedi, j'arrive, je passe à la télé, grande panique, trac. Mais bon, j'arrive quand même à ramasser l'équivalent de 15 000 € à peu près, après taxe 13 700. À l'époque, voilà. Okay. À l'époque, un lira turc faisait à peu près 1 euro à l'époque. Et avec ce petit capital, je suis capable d'élargir un peu ma production, j'achète de nouvelles enclumes, je fais des moules et tout pour les casseroles. En fait, ce que tu dis là, c'est... Souvent les gens me disent, oui, il y en a qui ont la chance, il y en a qui n'ont pas de chance. Pour moi, la chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Tu étais prêt, et là, ça vient de pas ce que toi, tu as décidé, mais entre guillemets, tu te retrouves guidé vers, tu as besoin de capitaux, voilà des capitaux.
Et il faut être capable de répondre à l'appel. Donc là, c'est ce qui se passe. Tu fais l'émission, tu gagnes de l'argent et next. Et je pense next. que aucun entrepreneur peut renier le rôle de la chance dans son succès, bien sûr. Bien sûr. Mais si tu as plus de canaux ouverts pour accepter les chutes de chance sur ta tête. L'abondance, absolument. Voilà, absolument. exactement. Et ça s'appelle un peu créer sa propre chance. Non, Bien sûr. enfin, c'est de la chance, mais combien tu as de canaux, combien tu as de ports ouverts pour que les bateaux de chance t'arrivent. Donc moi, j'aime bien ça. Ouais, moi j'en avais quelques-uns. Et il y en a une qui a été un jour, voilà, hop, c'est tombé dessus. Et juste après, autre peniche de chance qui est venu à bon port. J'ai un ami qui est chef, un excellent chef d'Istanbul, de Turquie, qui voilà, a été convoqué pour travailler dans le Valais en Suisse. Ouais, et donc, dans un grand château, avec un grand chef suisse des années 80, Frédéric Médig, s'il m'écoute d'ailleurs, je lui passe le bonjour. Alors, le château de Frédéric Médig, vraiment à l'ancienne, ils adorent le cuivre et tout, mais ils trouvent plus cette qualité-là. Et je rencontre Frédéric Médig lors de son voyage à Istanbul, avec mon ami, son sous-chef d'ailleurs. Et il tombe amoureux de mes produits et il convainc l'acheteur du château, le chef acheteur du château, pour commander l'équivalent de 13 000 euros dollars. Re 13 000. Oui, exactement. Re 13 000, intéressant. Ah oui, okay. Le 13 pour moi n'est pas une, n'est pas une poisse. Okay. Donc, il me passe une commande. Ouais. Juste un an après, peut-être, mon concours. Enfin, pardon, ma présence télévisée. Okay. Donc, ma cagnotte. Voilà. Deuxième cagnotte de 13 000. Là, je ne sais pas comment ça se passe, mais la famille royale en Angleterre et la famille royale au Danemark commencent à utiliser nos produits. Et tu sais pas comment ça Non, c'est de bouche à oreille. C'est de bouche à oreille. Ah oui, aussi, je veux dire que je produis des casseroles en argent pur aussi. Donc, c'est l'une de nos branches. Et donc, c'est des casseroles que tu peux toujours revendre. C'est de l'argent pur. Mais on achète de l'argent de la raffinerie nationale, on le fait fondre, on fait un lingot. Le lingot, on le transforme en plaque, la parfaite, 2,5 mm. Et cette plaque, on la martèle, on la transforme en casserole, on la transforme en poêle ou on la transforme en GSV. Et un de nos produits finit chez la famille royale danoise qui informe la famille royale du Qatar et du Royaume-Uni que voilà, il y a un jeune Turc qui fait des produits comme ça. Et la chaîne médiatique alternative de l'époque, mainstream d'aujourd'hui, Vice TV, en prennent nouvelle. Je connais très bien, j'allais les voir à Tokyo. Ouais. Je connais très bien. Ouais. Et, moi, je lisais Vice Magazine quand j'étais à la fac, à Montréal. Moi aussi, ouais. Et donc... très hardcore d'ailleurs, très hardcore le magazine. À l'époque, super hardcore. Hein. Super hardcore. C'était moitié magazine porno, moitié machin. Ah oui, enfin, même les pubs, c'était... je te rappelle. Mais moi, j'étais pas bien, les articles étaient... je dis, ok, c'est hyper alternatif. Par exemple, il faisait prendre du LSD à l'interlocuteur, après il faisait une interview avec. T'imagines? Ouais, c'est... mais vraiment, cet esprit pionnier de Vice, enfin, c'est fini aujourd'hui. Hein. C'est un nouveau mainstream, quoi, tu vois. Ouais. Et je me rappelle très bien, c'était gratuit, je crois que c'est même gratuit. Oui, c'est gratuit, c'est gratuit. Ouais. C'était imprimé à Montréal à l'époque. Moi, j'étais à la fac à Montréal. D'accord. Et ben, donc j'habitais 10 ans à Tokyo, et à Tokyo, on avait, dans les années fin 2000, il y avait... Ah, fin 2000 encore, d'accord. Ouais. Alors, Vice Magazine prennent la nouvelle que les familles royales européennes utilisent des casseroles en argent de chez nous. Ils ont une branche qui s'appelle Munchies, c'est leur chaîne culinaire qui font un broadcast sur YouTube. Et ils m'envoient une équipe de 3-4 personnes. En 2013, ils filment 2-3 journées avec moi entières. Vraiment, donc je suis vraiment le sujet principal de leur documentaire. Ah, j'ai vu, je me rappelle. Ah, t'as vu, ouais. Il s'appelait The Real Pot Dealer. The Pot Dealer. En anglais, il y a un jeu de mots. Pot, en anglais, c'est la weed. Et c'est la casserole aussi. C'est aussi la casserole. Donc, Et donc, pendant ce documentaire, ça montrait un peu l'opération de Soy
en 2013, tu vois, c'était bien plus simplistique qu'aujourd'hui. On était 3 ou 4 dans l'atelier. Et moi, je me promenais avec mon sac à dos dans le Grand Bazar d'Istanbul. T'avais un ouvrier francophone en plus, je me rappelle bien. À un moment, tu parles en français. Oui, c'est Daniel, il était ivoirien. D'accord. Exactement. Donc, oui, tu te rappelles bien. Tu te rappelles bien. Je me rappelle comment tu parles en français. Ouais. Et donc, ce documentaire, je pense qu'il est fort intéressant. Je vous invite à le revoir. Ça, même pour toi, c'est un bel ancrage, tu vois, il y a 10 ans auparavant, tu vois, quand tu as une équipe comme ça qui vient, c'est un bel ancrage. Ah ouais, on était là, on faisait ça. Et je le revois de temps en temps. Hein. Il est drôle. Quoi. Ils ont mis de. Il y a un bon rythme, ouais, c'est clair. Ouais, exactement. Donc, ils ont fait de bons Hollywood cuts. C'est ça. Et après Munchies, voilà, ça s'envole. Enfin, nos ventes de détail sont soudainement bien plus prononcées. On fait beaucoup. Les ventes de détail, c'est ce qu'on veut, quoi. C'est quand tu vends sur Internet. À l'époque, on avait un site sur Etsy. Les Français connaissent Etsy. Bien sûr, moi je suis un grand amateur d'Etsy. D'accord, parfait. On avait un site sur Etsy. Bon, maintenant on est sur Shopify. Hein, si les gens veulent acheter directement de soy, mettons, ils vont sur Shopify. Mais à l'époque, on était carrément, on avait une petite page Etsy et on vendait 9-10 produits de soy sur Etsy. Et on était plein de 5 étoiles, machin et tout. Et les bénéfices qu'on fait par casserole, quand on vend sur Etsy, sont bien plus que quand on vend à un grossiste, d'accord ? On vend au grossiste qui est au Brésil, mettons, ou en Afrique du Sud, aux États-Unis. Tu envoies 150 casseroles ou 300 casseroles, mais quand tu vends au détail, c'est bien plus profitable. L'un des artisans, je fais cette chose-là, c'est mon bébé. Mais moi, je veux aussi savoir, c'est quoi ton expérience personnelle et peut-être spirituelle par rapport à nos produits. Moi, tout commence avec l'hospitalité. Quand j'étais à Tokyo, régulièrement, j'avais de très bons amis, notamment un ami somali et un sénégalais. Et tous les trois, régulièrement, au moins une fois par semaine, on se retrouvait. Je jetais un tapis sur le sol et on se mettait un peu à la nomade et on se faisait un thé. Alors chacun faisait un peu le thé qu'il préfère ou le café qu'il préfère. Et je faisais du thé à la menthe. Mon ami somali faisait du chai, vraiment le chai indien, mais comme ils le font aussi en Somalie. Et puis il y avait le café. Quand il fallait faire du café, pour moi c'était évident que c'était du café turc. Alors que je suis d'origine italienne, mais moi c'était café turc. Et j'ai toujours gardé cette notion d'hospitalité, tu vois, d'être sur le sol, d'avoir juste un coussin, d'être pieds nus et de passer toute la soirée, toute la nuit à boire du café, boire du thé, fumer le cigare, échanger, parler, refaire le monde, explorer la spiritualité, la métaphysique, tout ça. Et j'en ai fait mon métier. 10 ans plus tard, j'en fais mon métier. Aujourd'hui, j'accompagne les hommes, en partie dans ce lieu, mais aussi beaucoup en digital. Et j'ai jamais arrêté en fait avec ce liant. Je voulais un liant, en fait, un cérémoniel, un rituel que je trouve qu'on a trop oublié en France, en tout cas dans notre culture occidentale. On va te poser machinalement, on peut t'offrir machinalement quelque chose. Tu vas au Japon, en Turquie c'est ça, on te donne un chai, c'est automatique, tu ne demandes rien. On te pose un chai ou un café sur la table tout de suite. Au Japon c'est pareil. Dès que tu t'assois dans un bureau, tu vas avoir une administration, enfin une entreprise, on te pose un thé vert. Et moi je voulais le café turc et effectivement, après 10 ans au Japon, je me suis fait l'œil. Je connais l'artisanat, je sais ce qui vibre un peu quand je le touche, tu vois. Et ce que je voyais, ce qu'on me ramenait de Turquie, ou ce que moi j'ai acheté quand j'allais à Istanbul, c'est cool. Mais voilà, pour moi, c'était un peu du matériel du bazar, quoi. Donc j'ai la machine à café turc dans le sable chaud, tout ça. Et un jour, je fais mes recherches, je me dis non, allez, il faut que je trouve quelque chose qui me corresponde plus. Et je fais mes recherches, et là, déjà, je découvre qu'il y a des championnats du monde de café turc. Alors je me dis, waouh, il y a vraiment des... Note, la Turquie l'a gagné qu'une fois. Ouais. Et il y a 26 pays qui participent, la Turquie l'a gagné qu'une fois. Exactement, c'était Tolgay. C'est Tolgay. C'est très compétitif. Et donc je découvre ça, je dis mais c'est incroyable et tout, ok. À un moment donné, j'hésite même à m'y inscrire, mais bon, j'ai pas de matériel, et je dis bon, regardons. Et je vois donc Tolgay, donc je vois déjà, il s'habille en tenue un peu tradi turque, mais... En Karveci, c'est un ordre de janissaires qui sont tâchés de faire le rituel du café. Voilà, donc je vois que déjà, il y a une proposition. Moi, j'adore l'expérience que storytelling et l'immersion. Voilà, moi, ça ne m'intéresse pas le truc très froid, très méthodique. Ça ne m'intéresse pas. Moi, il faut qu'il y ait de la chaleur, il faut qu'il y ait de l'humain, il faut qu'il y ait des tissus, il faut qu'il y ait des senteurs, il faut qu'il y ait des épices. Tu vois, le café qu'on boit, je l'ai fait moudre à Dubaï, c'est le café Samira Matok à la cardamome.
tu vois, fraîche, qui a été moulue dedans. J'adore le café de Samir Amato. Si elle, voilà. C'est moi. Si elle voit Samir. Attends, ce côté français. Voilà. En plus, Ah oui. j'ai acheté à Carrefour. Ah, tu l'as Carrefour acheté à Dubaï. Carrefour. C'est écrit Turkish Coffee en arabe dessus. C'est ça, Turkish Coffee. Et je vois Turgay qui utilise, donc dans l'écran, tu as vu, il y a aussi une image, tu vois Turgay qui se fait un café avec. Alors je vois déjà ça. Alors, je ne savais même pas que ça existait, donc je vois ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vois un stand comme ça, un support métal. Je vois le petit burner en dessous à butane. Je dis ok, c'est cool. Déjà c'est plus petit. Moi j'ai une grosse machine comme ça que je peux pas transporter. T'as le bac à sable. J'ai le bac à sable chauffant. Moi. Et je vois ça. Et là, mes yeux picotent et crépitent. Avec ma femme, on répète souvent Dieu aime le beau. Je m'explique. La spiritualité, on est aussi parmi les rares mentors spirituels français à parler de la spiritualité et de l'argent. Et aussi de, entre guillemets, ce qu'on appelle le luxe, que ce soit l'hôtellerie, la restauration, les vêtements, etc. Nous, on est complètement décomplexé avec ça. Et je le répète, Dieu aime le beau. Pour moi, ce qui est beau mérite son pesant d'or. Et c'est OK. Et là, je vois ces produits, et là, je sais qu'il y a quelque chose de différent. Et il y a quelque chose qui se passe. Et je regarde, et je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc je vais sur l'Insta de Turgay, je vois qu'il fait une collaboration avec vous, que ça s'appelle STC, mais que votre nom c'est Soy. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette marque? Et puis je commence à explorer, tu vois. Donc là, c'est il y a à peu près 4 ans. C'est avant le Covid, donc c'est 2019, ouais, à peu près 2019. Je contacte Turgay, on échange par téléphone, on fait connaissance. Et puis pour mon anniversaire, en octobre, ma femme, elle tape toujours juste, elle m'offre un coffret collaboration Soy Turkiye et Specialty Turkish Coffee STC, donc la marque de Turgay, et une collaboration avec vous. Et là, j'ai le coffret qui arrive. Je suis émerveillé, tu vois. Et c'est là où tout commence. Je te contacte, etc., etc. Et moi, en attendant, j'intègre complètement ici. Donc, ce qui est puissant, il faut savoir que le café à la turque, préparé en tout cas dans le sable chaud, c'est la deuxième façon la plus vieille de faire le café. La plus vieille façon, c'est la façon à l'éthiopienne. Les Éthiopiens sont la nation mère. Les inventeurs du café. Du café. Voilà. Il ne vient pas du Brésil, du Guatemala ou d'Indonésie, ni d'Italie, ni d'Italie, ni de Mocha au Yémen. Voilà. Le café est éthiopien. Ça y est. De la zone de Kaffa, non? Alors, je vais pas m'aventurer dedans. Je suis ni barista ni quoi que ce soit. Moi, encore une fois, je savoure et je déguste. Et ça, je laisse ça au torréfacteur. Nous sommes pas historiens. Exactement. Pas, voilà. Cultivateur, historien, barista. Moi, ce que j'aime, c'est je sais reconnaître un bon café. Et donc, avec les hommes, quand je les accompagne, j'adore créer ce momentum où on prend le temps. Et souvent, ils ont les yeux émerveillés. Et ça brise aussi la glace un peu de l'ego. Tu vois, il y a l'ego qui peut être des fois un peu soit retenu. Je dis, ok, tu as un café turc? Ouais, t'en as déjà bu? Ouais. Et là, je me mets à préparer le café turc dans votre GSV. Soit petite flamme butane, soit je sors la grosse artillerie et on va dans le sable chaud. Dans le bac à sable. Ça, pour les groupes, pendant les constellations familiales. Ah oui, ça marche mieux. Hein. Tu peux en mettre plusieurs en même temps aussi. Exactement. Bah, tu vois, comme j'ai quasiment toutes les tailles, quand je fais des groupes, je mets 3 GSV en même temps, et puis surtout je différencie sucré, pas sucré, cardamome, pas cardamome, etc. Et en fait je me retrouve un peu double casquette, alors non pas barista, mais voilà, hôte, et j'accueille avec le café turc. Mais le côté rituel du café turc, je pense qu'il est très important, il est très connectant, il est liant, comme tu l'as dit, tu l'as très bien souligné. Et, nous, au moins, enfin, en Turquie moderne, nous avons des proverbes avec le mot café dedans. Ouais. Je ne sais pas si d'autres langues en ont, peut-être pas. Mais on est très connecté là-dessus parce que un café de chez nous, c'est pas comme le thé. Le thé, il est différent. Le thé, tu l'as partout. Tu l'as dans la rue, tu vas chez ton pote qui est commerçant, t'es comme tes petits commerçants. Ils te servent le thé. Tu as des clients qui rentrent dans ton magasin, tu leur sers le thé. Ça, c'est différent du café. Et le café, c'est vraiment, c'est un rituel. Tu le sers à ton ami, le café. Tu ne le sers pas au client. Tout à l'heure, tu as servi en 3 fois. C'est important de partager. Le nectar, le foie gras du café turc, c'est la mousse. Voilà. Donc, ce qui est hyper important, c'est que chacun ait de la mousse. Donc, on sert toujours... Par exemple, si on est 3, on va mettre un tiers. Donc, chacun un tiers de café avec chacun un peu de mousse. Et après, on vient servir. Comme ça, la mousse monte. Et chacun a un beau café onctueux. Éventuellement, si tu arrives, voilà. Éventuellement. Parfois, on le rate tous. Ça nous arrive. Et la tradition dit que la tasse qui n'a pas de mousse
revient à celui qui l'a servi. Ok. Donc ceux avec mousse à tes invités, ceux sans mousse Ok, à toi. ok. Ah, je savais pas, intéressant. Tout d'abord, le café que l'on a en Turquie et dans les voisins de la Turquie, que l'on appelle couramment le café turc, ou le café Cezve, ou le café ottoman, ou petit blasphème comme le café grec. Mais bon, c'est le même café, on adore. C'est la manière la plus naturelle de préparer le café dans cette géographie-là. Donc on ne presse pas de boutons, on ne tire pas de levier. On est seul face aux éléments. Il y a le feu, le Cezve, donc le contenant, le vaisseau, et voilà, et le liquide, donc le café. Donc ça peut déborder, ça peut monter, ça peut descendre. Vraiment, c'est comme de la Formule 1. C'est vraiment le pilote qui est en contrôle et dès qu'il dérape, voilà, la voiture elle sort du circuit et t'es dans les gradins. Donc c'est une manière très naturelle de faire le café. C'est pourquoi la compétition Cezve Ibrik, la compétition mondiale de café turc que Géraud tu avais recherché, est je pense l'une des compétitions les plus importantes au monde, substantielles, mettons, pour le café. Alors, qu'est-ce qu'un Cezve Soy et pourquoi le barista doit se servir d'un Cezve Soy et pas d'autres Cezve qui sont pas du même niveau? Alors, déjà, premièrement, les Cezve Soy sont faites en cuivre pur de 1,5 mm d'épaisseur. Nos casseroles sont faites en 2,5, en 3, en 4. Bon, les Cezve, l'idéal, c'est 1,5. Et donc, ce 1,5 mm d'épaisseur fait de sorte que n'importe où que la flamme touche, la répartition thermique, donc la conduction thermique, fait qu'une répartition de la chaleur idéale et adéquate pour ne pas brûler le café dans certains endroits. Donc, il n'y a pas de hotspot, comme on dit en langage culinaire anglais. C'est réparti partout, donc il y a vraiment une vague de chaleur uniforme. C'est très important. Donc un contrôle total, parce que le café, on ne veut pas qu'il monte sur un certain degré, sur une certaine température de, si je ne me trompe pas, ça dépend du café, mais 95 degrés, 96 degrés. Voilà, sinon ça commence à se casser, ça commence à samiriser. On dit samiriser, je ne sais pas. Bon. De l'intérieur est plaqué, on a option éteint ou on a option argent pur, ou sinon on a le Cezve fait en argent pur. Donc celui-ci, c'est plaqué? Celui-ci, il est plaqué éteint. D'accord. Beaucoup de gens préfèrent plaquer argent. Toi, tu es un puriste. À l'ancienne, tu préfères plaquer éteint. Je suis ouvert à l'argent. Je suis très ouvert à l'argent. Oui. C'est à peu près dans un contenant petit comme ça, il n'y a pas vraiment de grande différence. Par contre, si tu es en compétition, tu as besoin de l'argent. Donc ça change. L'étain n'est pas très conducteur, par contre, l'argent c'est le meilleur conducteur thermique entre les métaux dans les températures ambiantes terrestres dans tout l'univers. Donc là, Amir, on a passé à peu près 3 jours ensemble. Bon, ça fait plus de 3 ans qu'on échangeait par téléphone, par message, etc. On avait déjà bien cliqué. Puis aussi le fait que tu parles un français nickel. Mais ce qui est assez puissant, au-delà de la rencontre déjà de ce que tu crées, ces artefacts dans la matière que tu offres et que tu crées, il y a ta rencontre, notre rencontre. Et je disais à Anissa hier, je dis c'est fou, on s'est amusé pendant 3 jours. Et, tu sais, c'était infini, quoi, le champ des possibles lequel qu'on pouvait explorer ensemble. C'était waouh. Cela étant dit, je te remercie pour qui tu es, pour ce que tu offres au travers de tes Cezve, au travers de tout ce que Soy propose, mais aussi surtout votre mindset, votre éthique. Nous, c'est très important pour nous, ce que tu incarnes comme valeur, puisque Soy, c'est toi. Comme je dis souvent, notre business, c'est nous, et en même temps, c'est pas nous. Il faut savoir se décorréler. Notre business, c'est notre business, c'est pas notre bébé. Et en même temps, dans le même espace, tu incarnes pour moi vraiment les valeurs de Soy. Donc merci à toi. Avoir des cerveaux qui fonctionnent un peu comme le mien, ça court pas dans les rues. Tu vois, on peut parler de ça, on peut parler de ci et de voilà, de l'empire acadien, tu vois, de la culture abyssinienne du café. Comment est-ce que voilà, le Shir Chazeli, il a ramené à Mokal. Exact, c'est infini. C'est clair. C'est infini. Deux psychopathes ensemble. Voilà, deux psychopathes, deux malades spirituels, comme on dit en turc. Les malades spirituels. Voilà, c'est un malade spirituel. Et puis comme on disait, toi et moi,
les hôpitaux psychiatriques sont pleins de prophètes et Ah oui. et de grands maîtres et de grands sages. Oui, bien Ça, sûr. c'est un autre sujet. Oui, oui. Bah, on ne va pas courir à court de sujets pour retourner en France. Euh, 30 minutes pour le podcast ou 3 minutes, même si c'était 3 jours, c'est trop court. Donc, tu viens quand tu veux en Turquie, à Ah, mais Istanbul. je vais Voilà. venir, ça c'est clair. Et puis, si tu es d'accord avec moi, j'aimerais conclure. Je suis vraiment hâte de présenter au public français, de présenter aux Ah, Français euh, Soy, le café à la turque, vraiment préparé dans du soy, avec cette ritualisation de ce moment précieux qui est un café partagé ensemble.